Aider, soutenir, apaiser, des mots qui accompagnent très souvent un malade et qui seront au cœur, bien sûr, de notre thématique du jour, la thématique santé et d'autres articulations bien agencées en sa compagnie. C'est son retour et toujours pour votre plus grand plaisir. Bonjour Alex. Bonjour Thierry et bonjour à tout le monde d'ici et d'ailleurs. Il ne pourrait pas y avoir meilleure symbolique que ce retour en ce jour marqué du sceau de la santé pour venir au poste vous servir avec autant d'entrain et de joie. En tout cas, merci pour votre mansuétude à notre égard lors de ces quelques semaines d'arrêt impératif. Bienvenue. Et oui, bienvenue à tous donc dans cette émission qui vous permettra comme ça d'avoir un invité actu aujourd'hui, faisant partie de nos différentes articulations, à vous proposer, et ce jusqu'à 8 heures, sans oublier qu'on aura la bonne assiette. Et oui, on restera toujours dans le domaine de la santé. On parlera du troisième âge et de la nutrition. Quelle nutrition pour les personnes du troisième âge? On vous dira tout dans cette émission. Oui, on aurait pu être complet, mais il y en a encore. Ne vous inquiétez pas. On va démarrer avec quelques informations d'ici et d'ailleurs dans ce qu'on a l'habitude d'appeler les info-animateurs pour vous inspirer de quelques prénoms de pays amis, frères. Aussi quelques plages d'informations avec bien sûr nos soldats de l'information. Aujourd'hui jeudi, on sera en compagnie de Régis Kofi. Mais pour l'heure, vous savez, le démarrage commence toujours avec la couleur du temps. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, on aura encore quelques passages nuageux denses dans le nord et l'ouest qui donneront localement de la pluie. Le littoral et le sud forestier connaîtront un ciel nuageux en début de période qui s'éclaircira progressivement. Le reste du pays restera généralement nuageux. Passons aux températures. Le mercure affichera 24 degrés à Bengourou, Abidjan et à Diaké, 23 à Bondoukou et Boaké, 24 à Bouna, 23 degrés à Bundiali, 24 à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa et Giglo, 22 à Korogo, 21 degrés à Mont, 22 à Odiéné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 25 à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 à Tchassalé, 23 degrés à Touba et 23 à Yamoussoukro. Pour cet après-midi, la météo sera relativement clémente, marquée par un bon ensoleillement, par moments atténué par des passages nuageux. Toutefois, quelques averses de pluie parfois orageuses s'inviteront en milieu ou en fin de période, dans l'est et dans le sud-est. L'ouest et le sud-ouest par la suite connaîtront quelques averses de pluie. Côté variable, nous pourrons observer 32 degrés à Bengourou, Abidjan et à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 à Boaké, 35 degrés à Bouna, 35 à Bundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 à Gagnoa, 35 degrés à Giglo et Korogo, 33 à Mont, 35 à Odiéné, 33 à San Pedro, Sassandra et Soubré, 31 degrés à Tabou, 32 à Tchassalé, 34 degrés à Touba et 35 à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour de nouvelles informations sur le temps. Et ajoutons qu'une fine pluie, ça et là, et qui fait que la chaussée est un peu glissante. Voilà, donc faites attention si vous êtes dans la circulation. Et puis, protégez-vous aussi, protégez les autres, comme c'est le cas dans les mesures barrières contre la COVID. Allez, on va demeurer dans le caractère informatif de cette émission et vous proposer le premier point de l'actualité en compagnie de Régis Kofi. On se retrouve dans quelques instants. Bonjour à tous. Une prorogation de la validité des cartes nationales d'identité arrivée à expiration le 30 juin 2021 a été annoncée hier en Conseil des ministres.
Les CNI seront valides jusqu'au 31 décembre 2021. Le problème d'électricité est en cours de résolution. Assurance donnée également au cours de ce conseil. Le gouvernement annonce des mesures pour soulager les exportateurs de cacao. Écoutons le porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant prorogation de la période transitoire de validité des cartes nationales d'identité ainsi que les communications y afférentes. Ainsi, la période de validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 30 juin 2021 au terme du décret 2020-526 du 24 juin 2020 est prorogée jusqu'au 31 décembre 2021. Le président du Conseil économique et social, environnemental et culturel, Eugène Aka Awele, a démarré ce mercredi une visite de travail au Bénin. Il s'est rendu au Conseil économique et social de ce pays. L'accord de coopération liant les deux institutions a été évoqué. Le point de Mama Traoré. Eugène Aka Awele à Cotonou, au Bénin, pour sa première visite de travail à l'étranger, en qualité de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEG. Il est reçu dans les locaux du Conseil économique et social du Bénin par son homologue Augustin Tabé-Gbian. Bien que membre de l'UCESA, l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, la Côte d'Ivoire et le Bénin entretiennent des liens particuliers. Un accord de coopération lie les institutions des deux pays depuis le 3 août 2017 et c'est en vue de renforcer cette coopération que Eugène Aka Awele entreprend cette visite de travail de 48 heures. Feu président Charles Kofi Dibi, paix à son âme. Avec lui, nous avons élaboré des chantiers de collaboration contenu dans un accord de coopération que notre cher hôte, Monsieur le Président du CESEC, a décidé de dynamiser. Ma présence ici est un symbole fort de notre volonté commune de renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre nos deux chambres. Cette dynamique de continuité m'offre l'opportunité de mettre mes pas dans les sillons que vous avez su judicieusement tracer avec mon prédécesseur, tout en œuvrant à prendre en notre compte les préoccupations nouvelles, car il y en a, ainsi que les défis que soulève l'évolution de nos sociétés. Partage d'expériences et d'informations, renforcement commun de capacités des membres des deux institutions, ce sont là les termes de cet accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Fort de ce partenariat bilatéral, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien sans faille du Bénin dans le cadre de son mandat à la tête de l'AICESIS, l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Le Bénin s'est également montré solidaire de la Côte d'Ivoire lors des obsèques de Charles Kofi Dibi, l'ex-président du CESEG. C'est en reconnaissance de toute cette marque de solidarité que le nouveau président du CESEG a choisi le Bénin pour sa première visite de travail à l'extérieur. À 7 heures, nous serons de retour pour un autre développement de l'actualité. Et ce sera avec grand plaisir que l'on vous retrouvera à 7 heures exactement, mais pour l'heure, c'est déjà un bonheur de vous retrouver, cher Evis Kofi. Allez, on reste dans les fondamentaux, et puis Thierry évoquait notamment la petite pluie. Ça ne va pas nous empêcher de quand même effectuer quelques mouvements qui nous permettent de rester en bonne santé. Ce sera encore dans le fitness santé de ce jeudi avec le coach Jocelyn. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de fitness santé dans Matin Bonheur. Aujourd'hui, nous allons avoir des exercices cardio pour vous permettre de lutter contre le surpoids. Ça va carburer, le cœur va monter et nous allons brûler le maximum de graisse en peu de temps. Alors avant de commencer, nous allons nous étirer un peu, monter les bras, allonger, 1, 2, 3 et 4. Des étirements rapides, descendez à gauche, 1, 2, 3 et 4. Changez de côté. Allez à droite. 1, 2, 3 et 4. Les mains à l'arrière, vous allez glisser. Allez chercher les chevilles. Allez, 1, 2, 3
et 4. Pliez les genoux, ouvrez-les à l'extérieur et montrez-moi votre torse. Montrez-moi votre poitrine. Restez 1, 2, 3 et 4. Posez les mains au sol, allongez les jambes. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Et là, nous allons faire talon-pointe pour fermer 1, 2, 3 et 4. On reste 1, 2, 3 et 4. Pliez les genoux, poussez pour monter, déroulez la colonne vertébrale. Et lorsque vous montez, vous êtes prêt à démarrer. Et on court sur place tout doucement. Allez-y. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Trouvez votre rythme. On commence tout doucement, course légère. Vous allez activer les bras. Et vous surtout, gardez le buste bien droit. Et tout doucement, nous allons lever les talons à l'arrière. Lever les talons, ça va faire monter tout doucement la fréquence cardiaque. Notre objectif, c'est d'avoir un battement de cœur minimal de 120 battements par minute. Allez-y. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. Si ce rythme est trop rapide pour vous, n'hésitez pas. Vous pouvez marcher ou bien vous pouvez aller un peu plus lentement. Trouvez votre rythme. OK? N'oubliez pas, respirez par la bouche. 1, 2, 3 et 4. On a le bon rythme. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Après les talons, levez les genoux. Vous n'êtes pas obligé de les monter très haut, ok? Vous pouvez monter tout doucement. Et surtout, n'oubliez pas, gardez votre rythme. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Soyez léger au niveau des appuis. À n'importe quel moment, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de marcher et de récupérer. Et quand vous vous sentez prêt, boum, on repart. Levez-moi les genoux et activez les bras. N'oubliez pas la respiration. Très bien, on va changer de mouvement. Ciseaux de jambes. On sépare les deux jambes et on les pose ensemble. Pam, 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 pam. Les genoux sont souples. Posez les deux pieds ensemble. Balancez les bras. Et gardez la poitrine haute. On est déterminé. On va jusqu'au bout ensemble. Hein? Allez, tenez bon. N'oubliez pas, à n'importe quel moment, vous pouvez marcher pour récupérer. OK? Pour ceux qui sont à l'aise, ou pour ceux qui tiennent, vous continuez. 1 et 2. 1, 2, 1, 2. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Marchez, récupérez. Bon travail. Allez, on dit merci au coach Jocelyn qui nous permet comme ça de faire du sport ce matin, d'être en forme pour cette belle petite journée à vous proposer. On espère que vous êtes bien installés devant votre poste téléviseur et vous suivez Matin Bonheur. C'est un pur bonheur d'être en votre compagnie. Allez, invité actu dans cette émission avec M. Franck Kier, il est expert en cybersécurité. Avec nous, on va parler de la cybercriminalité et enjeux en Afrique. Rappelons qu'il est consultant en cybersécurité. Il intervient sur des questions de cybergouvernance, gestion des risques et conformité. Bonjour. Bonjour Paul-Alix, bonjour Thierry-Angèle. Bonjour Monsieur Kier, bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur, hein, à l'instar de toutes ces couleurs-là. On va essayer de vous apporter aussi les nôtres et essayer de partager avec nos téléspectateurs les informations afférentes au sujet. Cybercriminalité, enjeu en Afrique, d'entre deux jeux, on pourrait peut-être établir et faire un état des lieux de ce qui se passe concernant le phénomène de la cybercriminalité ici. Bien sûr. Alors, je vous remercie de nouveau pour l'invitation. Aujourd'hui, il faut savoir que la cybercriminalité est un fléau qui touche de plein pied l'Afrique. On estime en 2020 à environ 4 milliards de dollars les pertes et les préjudices liés à la cybercriminalité. Toutefois, je pense qu'il faut se dire que ce chiffre est néanmoins un peu sous-estimé dans la mesure où tous les crimes qui sont liés à la cybercriminalité ne sont pas forcément déclarés ou reportés. Donc, il est important de combattre ce fléau et de mettre en œuvre les moyens, les lois, les processus, les structures de gouvernance pour pouvoir lutter contre cela.
Alors, on essaie de lutter avec ce qu'on appelle la cybersécurité aujourd'hui. Dans quelle mesure eh bien, les enjeux de sécurité informatique impactent-ils notre quotidien? Alors, les enjeux de sécurité informatique impactent notre quotidien dans la mesure où, aujourd'hui, avec la digitalisation croissante et fulgurante que le monde entier, notamment la Côte d'Ivoire, connaît, nous utilisons au quotidien, dans nos États, dans nos entreprises ou en tant que personnes, des moyens informatiques, des ordinateurs, des téléphones, des comptes mobile money. Donc nous sommes de facto une cible prioritaire pour les cybercriminels. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nos données qui sont sur Internet, nos données personnelles, nos données financières, nos données de santé. Donc il devient de plus en plus primordial de devoir sécuriser ces données parce qu'elles représentent aujourd'hui une monnaie d'échange très importante pour les cybercriminels. On dit aujourd'hui que la donnée est le pétrole de demain. Mais c'est très important et rester sur votre lancée dans une démarche didactique. On pourrait rentrer au cœur même de la cybercriminalité, de quoi faire comprendre à tout le monde son impact décliné sur, on va dire, un triome, hein, la nation, la communauté, et puis le niveau international. Comment il se déclinerait concrètement son action? Alors, je pense qu'on aurait d'abord une cybercriminalité, on pourrait dire un peu de cyberterrorisme, où on aurait donc des personnes qui seraient mal intentionnées et qui chercheraient à vouloir attaquer des États. Donc, il s'agirait donc d'attaquer des structures qu'on appelle des opérateurs d'importance vitaux, qui sont des opérateurs du type opérateurs d'énergie, opérateurs téléphoniques, opérateurs d'eau, qui, s'ils étaient attaqués, remettraient en cause même le fonctionnement d'un État. Ensuite, on pourrait avoir une cybercriminalité au niveau des entreprises, donc où on aurait des cybercriminels qui, très généralement, utilisent des rançons logiciels pour hacker et pour bloquer l'ensemble de votre système d'information. Et tant que vous ne payez pas de rançon, vous ne pouvez pas récupérer vos données. Et puis, on aurait la cybercriminalité qui nous toucherait, nous, plus personnellement, où on peut avoir des problèmes sur nos comptes mobile money, où on se fait dérober de l'argent par des cybercriminels. Donc voilà aujourd'hui, je pense, comment on pourrait la décliner. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que la cybercriminalité, c'est le fait de commettre également des crimes à partir d'Internet ou d'un moyen informatique. On a vu récemment des personnes qui ont été condamnées pour avoir propagé des fake news. Oui. Et donc, cela fait également partie de la cybercriminalité. OK. Mais chacun à notre niveau, comment est-ce qu'on peut contribuer à renforcer, bien sûr, notre sécurité sur Internet dans un monde où tout le monde utilise Internet, il y a tellement de réseaux sociaux et tout? Bien sûr. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure chose à faire est d'abord la prudence. Je pense qu'il faut faire très attention sur les sites que nous visitons et principalement aussi sur les liens que nous cliquons, parce que ce sont ces liens-là, en général, que les cybercriminels utilisent pour pouvoir avoir accès à nos informations. Il faut faire très attention également aux appareils que nous utilisons. Vous savez, il y a une étude qui a été réalisée où on déposait une clé USB dans une entreprise et 90% des personnes qui sont passées la prenaient et la branchaient sur leur ordinateur, sans savoir d'où ces clés USB-là venaient. Alors qu'elle peut renfermer justement des rançons logicielles, elle peut renfermer d'autres éléments ou d'autres vers informatiques qui pourraient permettre à des cybercriminels d'avoir accès à votre système d'information. Donc c'est pour ça que la plateforme que nous avons créée, donc CyberOps, a aujourd'hui un rôle très important que nous voulons porter de sensibilisation auprès du grand public sur les différents dangers et sur les différents risques liés à la cybercriminalité. Et pour rester toujours dans cette même sphère-là de la cybercriminalité et par ricochet cybersécurité, on sait que le monde est un village planétaire où il y a quelques entités nucléaires qui sont les pays, les communautés, ainsi de suite. Vous qui êtes consultant en cybersécurité et que vous intervenez aussi sur les questions de cybergouvernance, quelle est la stratégie aujourd'hui innovante en matière de lutte contre la cybercriminalité au niveau des États aussi? Alors aujourd'hui, au niveau des États, il faut savoir qu'on a une convention qui est la convention de Malabo, donc une convention de l'Union africaine pour promouvoir justement les bonnes pratiques en matière de lutte contre la cybercriminalité. Il faut savoir également que la CEDEAO a adopté
il y a quelques semaines, une stratégie de lutte contre la cybercriminalité également. Donc on remarque de plus en plus qu'il y a une coopération et on va vers de plus en plus d'intégration pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Néanmoins, c'est un phénomène et c'est un processus qui prend du temps, qui demande des moyens, qui demande de la formation, mais on constate en tout cas de plus en plus que les acteurs du secteur public et du secteur privé cherchent de plus en plus à aller vers cela. Avant, il y avait un mot qui faisait très peur. Lorsqu'on parle de cybersécurité, cyberattaque et tout, on parlait des hackers. Les hackers étaient effrayants et tout. Aujourd'hui, on en utilise même dans les entreprises. Moi, j'ai envie de vous demander, qu'en est-il des perspectives d'emploi dans ce secteur-là? Alors, il faut savoir que la cybersécurité est un domaine où les perspectives d'emploi sont énormes. Je crois que les besoins sont estimés à plus de 3 millions d'emplois à pourvoir au niveau mondial. Donc, c'est une opportunité d'emploi et à l'étranger, mais également en Afrique. Oui. Nous avons aujourd'hui des jeunes sur le continent qui sont extrêmement doués, qui sont très talentueux, qu'il faudrait justement former, qu'il faudrait encadrer et qui pourraient permettre également de pouvoir rentrer dans ce domaine et dans ce secteur-là. C'est véritablement un hub et un creuset pour pouvoir créer des emplois. On ne peut pas ici parler de cybercriminalité sans évoquer notre triste renommée au niveau international. On va rester peut-être égocentré sur la Côte d'Ivoire et se demander quel est finalement aujourd'hui notre positionnement, notre réputation au niveau international. On a pu quand même faire des efforts. Ah oui, alors naturellement, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, nous avions une réputation à cause notamment des brouteurs qui n'étaient pas très bonnes au niveau international. Néanmoins, l'État ivoirien a pris plusieurs mesures qui vont dans le bon sens et qui font qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se positionne de plus en plus comme un acteur important dans le domaine de la cybersécurité en Afrique. Il faut noter que nous avons aujourd'hui des lois qui encadrent la cybercriminalité, une loi sur la protection des données à caractère personnel notamment, et une autre loi sur la cybersécurité avec une peine allant de 1 an à 20 ans de prison et une amende de 500 000 à 100 millions de francs CFA pour des crimes commis dans ce sens-là. Il faut aussi dire que nous avons des structures de gouvernance. Nous avons aujourd'hui la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui est une émanation donc de l'autorité de régulation des télécoms de Côte d'Ivoire et de la police nationale, donc qui lutte contre ce phénomène. Nous avons également une structure au niveau de cette même autorité qui s'appelle le CICERT, qui est une structure qui est censée protéger le cyberespace ivoirien. Donc les mesures sont prises, mais nous pouvons encore donner plus de moyens à ces structures-là. Nous pouvons également renforcer notre législation qui date, je crois, de 2013. Et nous pouvons également mettre un accent sur la formation des jeunes et des personnes qui travaillent déjà dans le domaine pour être encore plus compétents sur le sujet. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et toutes ces actions qui nous permettront de ne plus être au cœur de tous ces grands reportages sur, bien sûr... Et je pense que ces actions-là vous mènent à des activités, notamment une imminente. Effectivement, nous organisons donc le 7 juin prochain 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire, le Cyber Africa Forum, qui aura pour objectif justement de rassembler les décideurs du secteur public et du secteur privé autour de la cybersécurité pour discuter de ces enjeux, des risques et des solutions concrètes que nous pouvons apporter dans ce domaine. C'est sûr qu'il y aura un patchwork de tout, et hackers et personnes qui veulent défendre bien sûr les droits des individus. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau pour nous instruire sur ce sujet très important. Allez, on va marquer une toute petite pause et juste derrière, on aura Renaud Kobia. C'est un autre R qui sera là. Il est bien de la partie aujourd'hui au corps. Allez, à tout de suite. Et retour à l'actualité avec Renaud qui est dans ce studio. Voilà, pour le plus grand plaisir. Avec lui, on va feuilleter les pages de nos différents journaux. Voilà. Bonjour, bienvenue. Bonjour Joël. Bonjour Alix. Bonjour Renaud. Bon retour. Merci.
Merci. Allez, on démarre donc cette revue de presse avec l'utilisation des sirènes qui est désormais limitée en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Désormais, elles sont autorisées à utiliser les sirènes, gyrophares et avertisseurs spéciaux. Le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les unités des forces de défense et de sécurité en intervention, les sapeurs-pompiers, les ambulances en intervention et les cortèges des hautes autorités étrangères en mission officielle dans notre pays. Et une autre information, malgré la crise sanitaire mondiale, eh bien, la Côte d'Ivoire se porte bien. C'est ce qu'indique le matin, après l'annonce de la mobilisation de 2543 milliards de francs CFA lors du Conseil des ministres d'hier. Cette manne financière va permettre, selon les autorités ivoiriennes, de réaliser 393 projets dans divers domaines au cours de cette année 2021. Et on parle maintenant de pièces d'identité avec la validité des anciennes cartes nationales d'identité qui est prorogée pour 6 mois encore. Oui, les CNI qui devaient arriver à expiration le 30 juin 2021 restent valables jusqu'au 31 décembre 2021. C'est l'une des décisions prises hier par le gouvernement au cours du Conseil des ministres. Cette décision, selon le nouveau réveil, va soulager les nouveaux requérants qui, pour la plupart, n'ont pas encore reçu la nouvelle CNI. Et crise énergétique en Côte d'Ivoire, le ministre Thomas Camara fait des précisions. Oui, en marge du Conseil des ministres d'hier, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a rappelé, selon le Patriote, que les coupures d'électricité auxquelles sont soumises les populations actuellement n'ont rien à voir avec une opération de délestage. Selon lui, la capacité de production d'électricité de la Côte d'Ivoire est largement supérieure à la demande nationale. Par conséquent, on ne saurait parler de délestage il a profité de l'occasion pour donner des assurances quant à la résolution de cette crise bientôt. Et lors de cette rencontre, le Conseil des ministres hier a été défini le cadre d'action de plusieurs départements ministériels. Oui, affaires étrangères, défense, sécurité, santé, éducation, pour ne citer que cela. Les chantiers auxquels doivent s'attaquer les ministres qui dirigent ces départements leur ont été signifiés lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Et donc, pour tout savoir sur les feuilles de route de ces ministres, il faut lire l'expression de ce jour. Et retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, le gouvernement maintient sa position. L'ex-chef d'État peut revenir au pays quand il le souhaite. Cette décision prise par le chef de l'État, Alassane Ouattara, après l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale, a été réitérée hier par le porte-parole du gouvernement au sortir du Conseil des ministres. Selon Soir Info, cette sortie du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie brise le rêve d'Issiaka Diaby, président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, qui milite contre le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président. Et une autre figure politique sur ce conducteur, avec la reprise du procès de l'ex-PAN et de ses co-accusés. L'audience se termine en queue de poisson. Oui, le collectif des avocats de la défense de Guillaume Soro et ses proches a quitté la salle de l'audience tenue ce mercredi au tribunal de première instance d'Abidjan. Et sur l'objet de leur retrait, les conseils de l'ex-président de l'Assemblée nationale disent n'être pas entrés en possession des pièces nécessaires à l'audience avant sa tenue. Ils évoquent notamment une bande audio qui fait partie des pièces phares de l'accusation. Plus de précisions dans l'Inter. Et on termine cette revue de presse avec cette affaire, la mort d'un jeune homme à Gonaté. Eh bien, les auteurs vont subir la rigueur de la loi. Oui, les 2 gendarmes coupables des faits seront radiés. C'est ce qu'a déclaré hier le commandant supérieur de la gendarmerie aux populations de cette localité située à une vingtaine de kilomètres de Daloa. Le général Apollo Touré s'est rendu dans ce village pour traduire les condoléances de la nation à sa population suite à cet incident malheureux qui s'y est déroulé dans la nuit du lundi au mardi 25 mai 2021. Et à cette occasion, selon l'intelligent d'Abidjan, il a condamné cette situation qu'il a qualifiée de honteuse pour la gendarmerie nationale. Tout à fait. En tout cas, cette promotion, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est sulfureuse. Allez, merci à vous, monsieur Renaud Kodia. On se revoit demain, Dieu voulant. Bonjour à tous. Au Mali, le président et le premier ministre de transition ont démissionné après leur arrestation lundi par les militaires dans ce qui s'apparente à un deuxième coup d'État en 9 mois et qui a poussé les États-Unis à suspendre mercredi leur assistance aux forces maliennes. Le président Bandao et son premier ministre Mokhtar Wane ont démissionné en présence de la mission de diplomates venus les voir à la base militaire de Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako. Après les États-Unis, les pays européens
sont prêts à des sanctions, a déclaré le président français Emmanuel Macron, qui a parlé de coup d'État dans le coup d'État. La CEDEAO a elle aussi fait savoir que des sanctions étaient possibles, comme elle l'avait fait après le coup d'État mené par les mêmes colonels en août 2020. Le président américain Joe Biden a condamné hier des violations des droits humains inacceptables dans la région éthiopienne du Tigré et a exhorté à un cessez-le-feu immédiat. Plus de 6 mois après le lancement d'une opération militaire annoncée comme rapide par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, les combats et exactions se poursuivent dans la région du Tigré où un risque sérieux de famine plane depuis plusieurs mois maintenant. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'est dit profondément alarmé par les arrestations de centaines de déplacés dans la région. Minneapolis commémore la mort survenue il y a 1 an maintenant de George Floyd, victime d'un policier blanc de la ville. Une affaire qui a suscité l'émoi dans le monde entier et provoqué un sursaut antiraciste aux États-Unis. À l'avant-veille du 1er anniversaire du tram, environ 1500 personnes ont marché dimanche, 23 mai, dans cette métropole du nord du pays et se sont jointes aux membres de la famille de cet Afro-Américain de 46 ans qui avait été filmé suffocant pendant près de 10 minutes sous le poids du policier Derek Chauvin. C'est dans un pays ravagé par une décennie de guerre que les Syriens des régions placées sous le contrôle de Damas étaient appelés aux urnes mercredi. Une présidentielle sans suspense qui doit offrir un 4e mandat de 7 ans à Bachar al-Assad. Face à lui, 2 personnalités, l'ex-ministre et parlementaire Abdallah Saloum Abdallah et un membre de l'opposition toléré par le pouvoir, Mahmoud Maré. La loi électorale impose aux candidats d'avoir vécu en Syrie 10 ans consécutifs avant le scrutin, ce qui exclut de facto les figures de l'opposition en exil très affaiblies. L'afrobeat intégrer beaucoup de mélodies high life dans mes chansons. La high life, c'est une base très solide. La scène musicale ghanéenne est aujourd'hui bouillonnante et de jeunes talents ne demandent qu'à exploser grâce à Internet qui abolit les frontières. Ces 5 dernières années, l'afrobeat a pris une ampleur considérable, surtout en Amérique et à Londres, parce que la diaspora est là. Il y a de grandes communautés ouest-africaines. La musique ghanéenne se distingue parce que je pense qu'elle est plus complexe et plus avancée que les autres musiques de certaines régions d'Afrique. Quand on arrive en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de polyrythmie, beaucoup de groove. Une richesse qui n'a pas échappé au géant américain Sony Music. Le label est venu récemment faire du repérage au Ghana. Voilà, c'est sur ces notes que nous mettons un terme à cette édition. Retrouvez à présent Angeval et bien sûr à ses côtés Alix qui signe son grand retour. J'ai tout petit retour. Hein. Il reste quelques petites semaines avant de terminer cette saison. En tout cas, heureuse d'être à mon poste aujourd'hui encore pour servir nos téléspectateurs. Deuxième partie, oui, après le flash inter que vous avez eu avec Régis Kofi. On va recevoir notre prochain invité dans quelques instants. On va parler du 3e âge et nutrition. Oui, nutrition adéquate, en particulier pendant la vieillesse, aide à maintenir la santé, à réduire l'incidence des maladies chroniques, d'où notre sujet d'aujourd'hui dans quelques secondes. Et donc, sujet savamment introduit en compagnie du docteur Yves Blanchard-Envaux. Nous allons parler de cette alimentation, cette nutrition adaptée aux personnes du 3e âge. On sait que dans une vie, quand on a longue vie, on passe différents cycles, la naissance, après l'adolescence, l'âge adulte, puis arrive l'étape de la sénescence et donc le 3e âge. Bonjour docteur Envaux, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Antoine, bonjour. Et peut-être pour poursuivre sur les définitions, dans quel carcan pourrons-nous situer le 3e âge? À partir de quel âge, véritablement? Alors, généralement, on parle de 3e âge. On a laissé les sugar daddy, hein. Voilà, ce sont les personnes qui sont classées au-delà d'un certain âge, au-delà de 65 ans et plus. D'accord. Donc l'âge de 65 ans et plus. Bon, ils sont là-dedans. Oui, 65 ans et plus. 65 ans et plus. Mais déjà, pourquoi dit-on que des personnes de 65 ans et plus, des personnes âgées, sont vulnérables?
Pourquoi on le dit très souvent? Non, ils sont vulnérables. Ces personnes sont vulnérables parce que, ce sont des recherches qui ont montré qu'il y a plusieurs modifications, surtout les modifications au niveau de... il y a des modifications à tous les niveaux. Voilà, donc peut-être que les travaux ont été faits qui ont montré qu'il y a une succession de pathologies qui arrivent à ces personnes-là. Voilà, ces personnes à un certain âge. Mais il y a les causes. Les causes parce que les travaux montrent par exemple qu'on assiste à une diminution de quelques paramètres, notamment au niveau de l'immunité. Vous allez voir qu'un sujet qui est jeune est encore plus fort. Il a une bonne immunité qu'un sujet, il a les bonnes défenses qu'un sujet qui est âgé. Donc ces personnes de troisième âge sont plus vulnérables aux différentes pathologies que le sujet qui est jeune. Voilà. Très bien. En tout cas, l'intervalle étant fait, et puis notre petite indication était à dessein, parce que quand on atteint l'âge de 65 ans, jusqu'à plus, finalement, on se retrouve en troisième âge. Pour s'arrimer à notre sujet d'aujourd'hui, comment confectionner, sinon comment élaborer un menu pour une personne du troisième âge? Alors, il faut savoir que le troisième âge s'accompagne de plusieurs modifications. Comme j'ai dit, il y a la baisse de l'immunité. Il y a aussi des modifications au niveau de l'appareil digestif, notamment au niveau de la cavité buccale. Surtout, il y a des modifications parce qu'on voit que certaines personnes d'un certain âge perdent souvent des dents. On a cet édentement. Mais aussi, il y a une difficulté à sécréter la salive. Là aussi, parce que, en termes de nutrition, nous devenons ce que nous mangeons. Nous devenons ce que nous mangeons. C'est-à-dire que si vous mangez beaucoup de sucre, vous allez voir que vous aurez une tendance au diabète. Si vous mangez beaucoup de protéines, vous aurez une tendance à l'acide urique, etc. Donc, en termes de nutrition, nous devenons ce que nous mangeons. Alors qu'on a dit, par exemple, qu'au troisième âge, on a des besoins. Nous, au troisième, on a des besoins accrus, tant au niveau de la vitamine D et la vitamine D pour la solidification des os. On a aussi au niveau du calcium pour les os. On a par exemple aussi la vitamine A pour l'immunité, le fer pour ne pas que nous soyons anémiés. Alors, il y a plusieurs besoins. Donc, tout part de l'alimentation. De sorte que lorsque l'alimentation n'est pas bien coordonnée, alors les conséquences se font sentir. Donc, tout passe de l'alimentation. Alors, j'ai dit que le troisième âge s'accompagne d'une modification, surtout au niveau de la cavité buccale. Oui. Et c'est là que commence la première étape de l'alimentation. C'est-à-dire que comment former le bol alimentaire, comment mastiquer et comment l'imbiber. Donc, c'est ça, l'imbiber par la salive et faire une bonne mastication. Parce que lorsque l'amidon n'est pas bien mastiqué, lorsque l'amidon n'est pas bien déchiré, alors le reste de la digestion devient très compliqué. Alors, vous allez voir que lorsque l'aliment, la digestion n'est pas bien faite, il y a une succession de maladies qui s'accompagnent. Et ce que nous voyons le plus, c'est que souvent les personnes âgées s'accompagnent de certains conforts digestifs, là, souvent ballonnés, souvent constipés. Et alors plusieurs maladies, à partir de là, alors, s'accompagnent du fait de leur erreur. Alors, il y a des apports, il y a des modifications à apporter au niveau de l'alimentation du sujet âgé. La première erreur que souvent nous racontons dans les centres médicaux, c'est que, et ça, beaucoup de gens le font, oui. Alors, le vieux ou bien la vieille dira que, comme je n'ai pas assez de dents, alors le matin, pour manger mon café, je plonge le pain dans le café. C'est une très grosse erreur. Pourquoi? Vous voyez, du fait que, par exemple, les dents ne sont pas au complet, ou bien, par exemple, que... Ça facilite. En plus, on le pratique pour les plus jeunes aussi, les bébés. Oui. Alors, c'est une très grosse erreur de plonger le pain dans le thé ou bien dans le café. Une grosse erreur, parce que vous allez voir que lorsque vous plongez le pain dans le café, le pain, il est tellement bien mouillé que ces personnes âgées ne prennent pas de temps de le mastiquer. C'est une grosse erreur. Alors que le rôle de la dent, c'est de déchirer d'abord les grains d'amidon pour que la salive qui contient ces amylases commence la digestion. Lorsque cette erreur est faite, lorsqu'on plonge le pain dans le café, que la mastication n'est pas bien faite, que ces personnes avalent, alors font une déglutition, vous allez voir par exemple que le reste de la digestion est mal entamé et c'est très difficile de digérer. Alors, vous allez voir une succession de maladies. Oui. Alors, les personnes âgées, vous allez voir par exemple que ils vont avoir des gaz, une aérocolie, beaucoup de gaz dans le ventre. Donc, le vivant se plaint qu'il a du mal à digérer parce qu'il a commis l'erreur de ne pas bien mastiquer l'aliment au départ.
de l'aliment à la digérer, donc plein de gaz dans le ventre. Il va faire une constipation, donc il va avoir du mal à faire les selles. Vous voyez que déjà, le vieillissement, c'est d'abord une étape de la vie, c'est très douloureux. D'après ce que nous entendons, c'est très douloureux. On a des difficultés à faire presque tout. La douleur à tous les niveaux, à tous les niveaux. Musculaire, c'est plus pour les musculaire comme au niveau le osseux. psychisme aussi. Il y a ça aussi, difficile de savoir que avant quand j'étais en club, j'étais bien, voilà, comme c'est j'ai des rides, voilà, tout ça. On tire un peu, hein, il y en a certains, comme on a dit. Voilà. Et que il reste toujours dans le cou. Voilà. Oui. Donc... Alors dites-nous, docteur, c'est vrai que vous avez parlé des erreurs, on est allé directement aux erreurs à ne pas commettre, mais concrètement, quelle alimentation pour une personne à partir de 65 ans, quand on se lève le matin? Je parie mon œil gauche que vous allez parler de niébé et tout, mais bon. Mais quelle alimentation pour une personne à partir de 65 ans? Le matin, quand la personne se réveille, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, tout à l'heure, il y a signifié les besoins. Les besoins, oui. Les besoins. Il y a cité par exemple le fait pour ne pas que le parent soit anémié. Lorsque le matin, vous prenez une personne âgée, doit faire un petit déjeuner à base, par exemple, de lait ou bien de café, ce que moi je proscris chez les personnes âgées. OK. Parce que, d'abord, les personnes âgées sont souvent sujettes à l'anémie. Alors qu'il faut combattre l'anémie depuis le matin. Lorsque vous prenez par exemple le pain, le café n'est pas riche en fer, le café n'est pas riche en fer, donc déjà le matin, il y a un déficit en fer. En deux, le sujet, il est âgé. Je vous ai dit par exemple que tout ce qui est liquide, sucré, on dit que ces aliments ont ce qu'on appelle l'index glycémique élevé, à exposer du cholestérol sur le sujet âgé. Alors pourquoi le matin ne pas faire un bout de pain avec par exemple du poisson, ou bien de la viande, ou bien des œufs, ou bien du foie, pour apporter du fer, pour lutter contre l'anémie du sujet âgé. Donc, commençons d'abord le matin à lutter contre l'anémie du sujet âgé. Et aussi, en apportant ces aliments qui sont riches en protéines, on apporte aussi du calcium pour la solidification des os. Vous voyez? Alors que si vous faites par exemple pain, œuf, et vous faites par exemple du pain avec du thé ou bien du café, vous allez voir que d'abord c'est mal digéré. Et puis en deux encore, on a ces déficits que nous voyons par exemple au niveau du fer. Au niveau du fer et du calcium, donc les conséquences vont se faire sentir. Vous allez sentir par exemple que le vieux, à un certain âge, il a les os qui sont fragiles, à un petit accident, il se casse les os. Ostéoporose chez la femme ménopausée. Donc il faut commencer déjà à lutter contre depuis le matin. Voilà. Donc je souhaite que le matin on puisse prendre un petit déjeuner qui sera une source de fer et une source de calcium. Oui. Voilà, pour lutter contre l'anémie et puis la fragilisation des os. Poursuivons donc sur l'alimentation quotidienne et même journalière. On a réglé le cas du matin, le midi et le soir, parce qu'il faut respecter aussi ces 3 repas. Effectivement. Alors, à midi, ce que nous faisons, souvent les personnes âgées ont cette manière cette peur excusez-moi, de mourir. Donc, ils ont ça. Non, je ne mange pas d'huile, je ne mange pas d'huile. Il a toujours dit ici que l'huile ne rend pas malade. Mais utilisons l'huile dans les proportions qui sont conseillées. Une cuillerée d'huile dans la préparation d'un aliment riche en glucides. Tout ce qui sera riche en glucides, notamment le riz, l'igname, la téké, la banane, etc., doit être accompagné d'une cuillerée d'huile pendant la préparation. Parce que si vous préparez ce type de repas sans apporter de l'huile, d'abord, l'amidon se rétrograde, la digestion est difficile. Alors que chez le parent âgé déjà, il a un problème de dentition, il a un problème de mastiquer. Si en cela vous créez un deuxième problème qui est la rétrogradation de l'amidon, vous allez voir que alors ça devient encore plus important. Le vieux, il se plaint. Vous ne savez pas pourquoi il se plaint, il est énervé. La nourriture vient, il n'a pas envie de manger parce qu'il a du mal à digérer. Du coup, il ne mange pas. Qui dit ne mange pas, qui s'affaiblit, il n'a pas de force, on a une force musculaire. Dans toute une situation parce que l'alimentation est mal faite. C'est pourquoi, sur le sujet âgé, lorsque nous préparons ces repas, il faudra que nous apportions une cuillerée d'huile pour faciliter la digestion de l'amidon. Et puis, il faut aussi inviter le doyen à bien mastiquer. Prendre le temps de bien mastiquer parce qu'il ne s'agit pas d'avoir tous les aliments devant nous. Alors, quelqu'un peut avoir tous les aliments. Et puis, si la mastication est mal faite, un vieux peut arriver, un vieux peut arriver, et puis on lui donne un repas. Alors, il va manger, il prend et puis il avale. Mais s'il avale, cette étape de la mastication est mal faite, vous savez que le reste de la digestion est mal faite. Du coup, il ne digère pas, il a le ventre qui est ballonné, il a plein de gaz dans le ventre, alors il est malheureux. Et puis, de mauvaise humeur, vous allez voir que, mais pourquoi le vieux, il est tout le temps énervé? Mais il a un problème. Moi, je vous assure qu'on a eu un patient qui, pour finir, s'est retrouvé à Benjamin.
Parce que s'il n'avait à tout moment, ses enfants pensaient qu'il avait un problème psychologique. Oui. Mais on l'a envoyé à j'ai vu, il a beaucoup de médicaments à prendre. À un certain niveau, le vieux dit, il ne prend pas. Je ne suis pas fou. Vous ne comprenez pas mon problème. Je n'arrive pas à digérer, donc je ne veux plus manger. Voilà, donc il ne veut plus manger, il est tout le temps malade. Il a fallu qu'on se rencontre avec les enfants. Le vieux était là. Il a bien dit que depuis qu'il était en fonction, il a plein de digestion. Et alors, à cela, ajouter la retraite, alors ça s'est aggravé. Du coup, il n'arrive pas à manger. Et du coup, quand il voyait la nourriture s'énerver, il insultait tout le monde. Il ne veut plus que personne rentre dans la chambre, il ne veut personne. Pour finir, ils sont allés lui donner des médicaments, pour l'endormir, pour le calmer. À un certain niveau, il dit, je ne prends plus. Tant que vous ne réglez pas mon problème, je ne prends plus pas de médicaments, comprenez-moi. De quoi il s'agit? En fait, le vieux avait un problème de digestion. Et tout ce cinéma, tout ce qui a été fait depuis un temps, 2 années, il fallait comprendre que le vieux plongeait seulement le pain dans le café. Le café, le matin. Dans le café. Vous voyez, et c'était ça. Pendant des années, ils ont dû tourner, mais il s'agissait de ça. Donc, il fallait d'abord régler le problème de la dentition du vieux. Soit on mettait des prothèses, ou bien il faut l'aider à bien mastiquer les aliments. Ce sont des étapes très, très importantes. Et souvent des erreurs que nous commettons. Il faut régler le problème de dentition des doyens et puis leur donner des conseils comment bien manger, bien masquer les aliments, bien préparer les aliments et ne pas plonger le pain dans le café. Voici les 3 grosses erreurs souvent que les parents, les doyens. Docteur, dans cet état de fait, il y a quelque chose qui me vient comme ça à l'esprit, c'est de savoir que généralement quand on atteint ces âges-là, on a tendance, les personnes qui sont en charge de personnes de 3e âge, à revenir au repas des plus petits. On donne la purée aux doyens, on leur donne en tout cas des choses qui ressemblent plus à de la nourriture. Pour bébé, est-ce que ça a indiqué? Alors, mais même si le doyen manifeste l'envie de manger ce type de repas parce qu'il a un problème de dentition, mais il faut savoir faire la formulation. Il faut savoir faire la formulation. Il faut savoir, par exemple, que l'aliment du doyen, même si c'est en purée, quelle que soit la forme que nous présentons, en forme solide, semi-liquide ou bien liquide, il faut que ce type d'alimentation soit équilibré. On a dit par exemple qu'avoir près de 55% de glucides, de taux de sucre, autour de 33% de matière grasse et puis 15% de protéines. Il faut que cet équilibre soit établi parce que souvent nous commettons l'erreur. Vous allez voir par exemple, quand on fait par exemple un repas mixé ou bien un repas liquide pour un doyen, alors ces jeunes dames-là vont prendre par exemple beaucoup de pommes de terre ou bien par exemple des courgettes, faire un aliment, mais on oublie la quantité de protéines qu'il faut apporter. Si on dit par exemple qu'apporter 200, si c'est du poisson frais, je prends un exemple pour un sujet de par exemple 75 kilos, il faut par exemple apporter par exemple 200 grammes de poisson frais, il y a un taux de protéines de 17%. Lorsqu'on fait ces calculs, on voit que l'aliment est équilibré. Mais peser, par exemple, 200 grammes de poisson, la jeune dame dirait non, il faut juste une petite quantité. Mais je vous assure, cette petite quantité de poisson, autour de, par exemple, 75 grammes, 100 grammes de poisson frais, n'atteint pas la quantité de protéines que le doyen doit avoir à midi. Du coup, vous allez voir qu'avec l'âge, quand ces différents aliments sont répétés, alors les conséquences, vous allez voir, par exemple, une fonte musculaire, le doyen n'est plus aussi solide comme il est. Oui. Il est anémié. Parce qu'il est sous-alimenté finalement. Il est sous-alimenté. Et souvent, l'erreur, c'est ça. Donc, quelle que soit la forme que nous présentons, si c'est une forme solide, ou bien, par exemple, c'est une forme liquide, bien semi-liquide, il faudra que la formulation de ce type de repas soit équilibrée. Sinon, les conséquences, on les observe. Et souvent, on voit ces cas souvent à l'hôpital. À l'hôpital, par exemple, le sujet est âgé, il n'arrive pas à manger. Donc, souvent, pour des unités, par exemple, médicales qui n'ont pas ce genre de formation, vous allez voir, par exemple, que après, par exemple, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines d'hospitalisation, vous voyez que le doyen il est en train de dépérir. Il va prendre couleur. Oui. Alors, dites-nous, à côté de ce qu'Alix a cité tout à l'heure, qu'en est-il des sauces? Parce que nos parents, quand ils prennent de l'âge et tout, ils sont très portés sur la nourriture que nous avons dans nos villages et tout. Ils aiment foutou. Ils aiment foutou. Ils aiment nos sauces, voilà, qu'on consomme dans nos différentes régions et tout. Qu'en est-il de cette partie de l'alimentation de nos parents? Alors, j'ai dit ici tout à l'heure qu'au fur et à mesure que nous prenons de l'âge, tout l'appareil vieillit, il ralentit. Oui. Les aliments qui sont riches en gras, lorsque nous abordons le cas de la digestion, tous les aliments riches en gras mettent du temps à être digérés plutôt qu'un aliment qui n'est pas riche en gras. C'est pourquoi nous demandons par exemple que chez ces personnes-là, il est toujours dit on ne met pas l'huile dans la sauce, non. Si vous mettez l'huile dans la sauce du doyen, d'abord, il aura du mal à digérer. Oui. Il va avoir des remontées.
Il va des remontées et puis il va digérer lentement. Et si c'est une huile, désolé de vous interrompre, si c'est une huile naturelle, par exemple, pour l'arachide ou la graine, là, c'est une huile qui est... Mais généralement, c'est l'aliment, souvent, c'est pas, ils mangent pas. Les doyens ne mangent pas ça, puis ils mélangent. Si c'est de l'arachide avec la sauce d'A. En servant, par exemple, le doyen, on peut enlever, par exemple, le taux d'huile au-dessus de la sauce. Voilà, on fait ces efforts-là. Même s'il veut manger la sauce graine avec la sauce jungle, que moi j'affectionne beaucoup et que j'aimerais manger quand je vais prendre de l'âge. Bon appétit. Alors, Madame Anvo, le repas de midi. Vous allez voir, par exemple, choisi. on pourra bien faire ce type de repas-là, mais on peut enlever le taux d'huile là-dessus. Parce que quand le taux d'huile est élevé dans la sauce, comme je vous ai dit, ça arrête la digestion, mais ça peut aussi tromper le sujet qui est diabétique. Lorsque ce sujet qui est diabétique mange un aliment qui est un peu gras le matin, sa glycémie n'est pas bonne. Voilà, il va dire, mais c'est le repas que je mange habituellement, mais ce matin, ma glycémie est élevée parce qu'il a mangé une sauce grasse. Mettons l'huile dans la partie amylacée, la partie qui contient l'amidon, mais pas dans la sauce. Donc le doyen peut manger toutes ces sauces. On a toutes ces sauces qu'il peut manger à midi, sauce feuilles, sauce légumes normalement, il peut manger à midi. Et on recommande aux personnes âgées de faire leur vrai repas. Ils sont à la retraite. Oui. Ils sont à la retraite générale, ils sont à la maison, ils ont tout le temps de bien manger. De manger leur vrai repas avant 15 heures. Alors, souvent, certains font 2 repas ou bien 3 repas, ça dépend. Mais si on a fait 3 repas, alors, le repas principal, je l'ai toujours dit, c'est le repas de midi et puis 15 heures, cela. Il faudra que le doyen prenne le temps de bien manger. Et le soir, il mange très peu. Toutes ces personnes âgées qui vont manger beaucoup le soir auront des difficultés encore plus importantes, en plus des difficultés qu'ils rencontrent déjà avec le processus de vieillissement. Le soir, à quelle heure? L'heure indiquée pour manger le soir? Ces personnes âgées peuvent manger même à 18h, 19h. C'est-à-dire que, alors, ils ont tout le temps, ils sont à la maison. Tout le temps, ils sont à la maison. Donc, le repas de midi, on peut ne pas le manger à midi juste. À moins qu'ils ils font un traitement. Ils peuvent le manger tout de 13h, 14h. Donc, s'ils mangent 13h, 14h, généralement, les doyens, le soir, ils n'ont pas faim. Ceux qui mangent vers 13h, 14h le soir, ils n'ont pas faim parce qu'ils n'ont pas eu d'activité physique importante, donc ils n'ont pas trop faim. Le soir, même 19h, juste un petit repas, ils pensent que c'est bon. Voilà. Et un petit repas composé de quoi? Un petit repas, généralement, c'est les légumes qu'on conseille. De l'avocat, des œufs, ou bien du poisson, ou bien un poisson frit. Un poisson frit accompagné de peu de légumes avec juste un petit bout de pain, ou bien une soupe de poisson. Les doyens, ils font des soupes. Une soupe de mâchoiron, par exemple, une soupe d'escargot ou bien de poisson. Alors, généralement, accompagne juste un petit bout de pain. Ou bien, par exemple, nos parents du Nord savaient que le riz le soir rendait malade. C'est pourquoi eux, ils mangeaient le riz la journée, puis le soir, ils mangeaient du kabato. Très bon, parce que le kabato contient un taux de sucre très faible par rapport au riz. Et c'est ça, c'est très, très bien réfléchi. Ils mangeaient le riz la journée et le soir, ils mangeaient du kabato. Voilà. Et je le conseille, c'est très, très bon. Alors, docteur, qu'en est-il bien de cette formule de 5 fruits et légumes concernant bien les personnes du 3e âge? Alors, il y a tout à l'heure dit, par exemple, comme on dit, que le 3e âge, c'est des personnes qui ont au-delà de 65 ans. Alors, sachez qu'un pancréas âgé de 65 ans ne réagit pas comme un pancréas d'un enfant de 2 ans, 3 ans. Oui. Nous devons réduire notre consommation en sucre. Moi, j'ai souvent échangé avec certaines personnes. Vous voyez, les connaissances que nous avons aujourd'hui, on s'appuie sur, bien sûr, les enseignements, mais aussi l'expérience que nous rencontrons avec les doyens. Souvent, on doit un doyen de 90 ans. Papa, comment vous gérez les fruits? Le doyen vous dit non, le fruit, je ne prends pas. Là, je le prends, ça ne fait pas partie de mon alimentation, mais je fais une fois en passant. Et c'est là que je me suis rendu compte que quelle est la différence entre un fruit et puis les légumes. Seulement que les fruits sont sucrés. Seulement parce que les fruits, comme les légumes, apportent les minéraux, les fibres alimentaires, seulement que les fruits sont sucrés. Donc si le doyen, au niveau des fruits, il ne peut pas en prendre, mais il prend un seul fruit par jour, je pense que c'est largement suffisant. Et il va se rattraper ses minéraux, ses vitamines, et ou bien ses fibres alimentaires au niveau des sauces qu'il va manger à midi et puis 15 heures. Qu'il fasse beaucoup à la consommation des fruits. Cet adage qui dit, par exemple, 5 fruits et légumes, ça s'adapte beaucoup pour les jeunes personnes, mais sachant que le doyen du 3e âge a un pancréas qui est vieillissant. Il doit alors réduire sa consommation en sucre. Merci infiniment, docteur Anvo, pour toutes ces bonnes informations pour nos doyens du 3e âge, pour leur permettre d'avoir encore cette longévité-là auprès des plus jeunes et de ceux qui les aiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour votre Excellente passage. journée, docteur Anvo. Tout à fait. Allez, on espère que vous avez pris bonne note de tous ces conseils donnés par docteur Anvo. Il y aura d'autres conseils encore et des astuces à vous proposer dans quelques instants avec un autre invité. Ce sera de la thématique santé.
côté. Après donc le passage du docteur Anvo, nous recevons avec grand plaisir Madame Diane Kaboukia, qui est psychologue, avec elle on parlera de l'impact psychologique des maladies et puis sous ces différentes déclinaisons pour l'être humain et son entourage. Ce sera juste après le jingle. Santé. Il est plus aisé pour un patient, un malade, de s'adapter à une quelconque maladie, chronique soit-elle, lorsque sa famille, les proches sont émotionnellement stables au regard de tout ce qui va avec. Eh bien, nous évoquerons aujourd'hui l'impact psychologique des maladies pour soi-même et les proches. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Contente de vous retrouver. Ben oui. Et nous aussi, vous savez, c'est une grande famille, hein, cette matinale avec tous ces consultants. Aujourd'hui, on parle d'impact psychologique des maladies chroniques, c'est ça le dénominateur? Oui, voilà. D'accord. Alors, comment on pourrait définir une maladie et dite une maladie chronique? Alors, une maladie, elle est dite chronique quand elle a des symptômes persistants et surtout sur une longue durée de plus de 6 mois. Et là, on peut parler d'une maladie chronique. Et à côté de cette maladie chronique, quel est le sens du soutien psychologique? Alors, une très bonne question. Et avant de répondre à cette question, je vais d'abord dresser le tableau pour que les gens puissent comprendre pourquoi en fait, on parle d'accompagnement psychologique. En fait, être atteint d'une maladie chronique, douloureuse ou grave a un impact psychologique très important sur l'individu. Et malheureusement, la prise en charge a souvent tendance à négliger les maux de l'esprit. Les médicaments qu'ils prennent traitent les maux physiques et négligent les maux de l'esprit, psychique. Et c'est ainsi que le patient, le malade, se retrouve dans une situation de frustration. Parce que comme il y a un choc, déjà quand tu apprends que tu souffres d'une maladie, il y a un choc. Mais le problème qui se pose, c'est que les médicaments ou les soignants ont tendance à t'accompagner avec les médicaments. Mais la personne, en fait, elle est en train de vivre un autre stress qui n'est pas bien géré. Par exemple, elle doit faire face à la persistance des symptômes, une nouvelle situation de handicap. Il y a des personnes qui doivent éviter de nouvelles maladies. Il y a aussi des personnes en même temps qui doivent affronter des problèmes et aussi qui doivent affronter un regard des autres qui n'est pas toujours bienveillant. D'où la raison pour laquelle un accompagnement psychopathologique et social de la douleur est nécessaire. Alors, Madame Kaboukia, dites-nous, tout accompagnement psychologique est, pour ainsi dire, naturellement lié à une pathologie ou à une maladie. Je peux encore m'étendre là-dessus. Notamment, on voit de plus en plus des accompagnements avec des coachs de vie, des coachs en différents domaines. C'est dire que ces individus-là qui sollicitent ces différentes aides-là souffrent forcément de quelque chose. Et c'est pathologique ou c'est juste de l'esprit? Oui, en fait, c'est les accompagner pour s'adapter à un nouveau style de vie. Quand tu apprends que tu souffres d'une maladie chronique, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une maladie qui dure plus de 6 mois. Et tu dois changer ton style de vie, en plus des médicaments que tu dois prendre. Donc, ces gens, en fait, t'accompagnent pour accepter à vivre la maladie au mieux. Parce que c'est tout un changement du style de vie, ta façon de vivre avec l'entourage. Comme par exemple, je peux vous donner un exemple, si vous avez eu un choc ou si vous souffrez du rhumatisme ou il y a une lésion cérébrale ou bien vous avez des difficultés tout d'un coup, des difficultés à monter les escaliers. Donc vous voyez qu'il y a un changement au niveau des fonctions motrices, mais aussi intellectuelles. Donc vous ne fonctionnez plus comme avant, donc vous devez vous réadapter. C'est pour ça qu'en fait, ils font appel à ce genre d'accompagnement. Bien sûr. Alors, parlant d'exemple, on verra bien avec ce qui va suivre des témoignages de certaines personnes qui racontent bien leur vécu auprès de leurs proches malades. On regarde. Mon cas ici, c'est le diabète. Et quand ma grande soeur a appris qu'elle avait le diabète, elle était totalement abattue. Parce que pour elle, elle était à vie, elle n'allait plus pouvoir se relever. À un moment donné, c'était compliqué, elle n'arrivait pas à dormir. Elle pouvait faire des semaines sans dormir parce qu'à force de réfléchir, en plus du diabète, la réflexion lui-même a encore fait d'autres maladies encore, telles l'insomnie. Elle n'arrivait pas à dormir. Donc on était obligé de faire 2 traitements à la fois.
Parce que pour elle, c'était fini. Voilà, mais avec les traitements et les encouragements, surtout les encouragements. Voilà, parce qu'on lui disait à chaque fois que ça va aller, qu'elle va guérir. Bon, moi, mon papa, quand il a appris qu'il avait le diabète, ça n'a pas été facile pour lui. Quand on lui a dit de suivre les régimes, bon, il ne voulait pas parce que ce n'était pas facile pour lui. Il s'est dit quoi, que ce que j'aime là, si on me dit de ne pas manger, c'est que c'est plus la peine que je mange. Donc, au coup, il se cachait pour manger ce qu'il ne devait pas manger. Donc, c'est ce qui a fait que vers la fin, il n'a pas survécu. Et mon frère qui est très, très malade, qui souffre d'insuffisance rénale. Il allait à l'hôpital, on lui a parlé de ça. Il a battu moralement. Il se dit déjà il est mort. Il ne veut même plus causer avec quelqu'un. On ne sait pas quoi faire encore. J'ai un ami qui a l'insuffisance rénale. Et il faut dire que ça a affecté beaucoup son esprit. Et quand nous avons appris cela, nous-mêmes, vraiment, on était désespérés, puisqu'il fallait faire au moins 2 dialyses par semaine. Et vraiment, ça était coûteux. D'abord, financièrement, c'est difficile pour la prise en charge. Pour quelqu'un vraiment qui ne travaille plus, qui a perdu son emploi, vraiment, c'est difficile. Et au niveau de son entourage, nous tous, on était vraiment tristes de le voir souffrir avec cette maladie. Pour moi, c'est l'asthme. Donc, vraiment, c'est une maladie qui perturbe beaucoup. Tout le monde te traite d'asthmatique. On trouve que bon, toi, tu es fragile, il faut te mettre à l'écart. Il y a certaines choses que tu ne dois pas faire, il y a certaines nourritures même que tu ne dois pas consommer. Et tout ça, là, moralement, tu es atteint, tu es abattu, au fait. Tu cherches un remède pour sortir de là, parce que ce n'est pas facile. Ma mère biologique est affectée par la tension. Et depuis, ça fait plus de 20 ans qu'elle a la maladie. Voilà. Mais dans ces dernières années, c'est devenu encore plus grave. Elle a fait un AVC au sud de ça. Elle a le côté gauche qui est paralysé. Voilà, donc on suit les traitements. Ce n'est pas du tout facile puisqu'elle n'arrive plus à marcher comme avant. Voilà, elle n'arrive plus à faire ses propres affaires. Vraiment, psychologiquement, elle est atteinte. Elle est atteinte. Donc c'est nous qui essayons de lui monter un peu le moral, lui dire que la vieille, ça va aller. Personne ne souhaite voir sa maman dans un tel état. Voilà, mais on le fait avec. Et voilà, en tout cas, c'est un échantillon de plusieurs personnes comme ça qui nous donnent ici leurs avis, leurs interventions sur le sujet. Remerciements à Pascaline Kwame pour ce petit élément-là. Alors, docteur, tout ce qui revient après cet élément, c'est de savoir que selon la source du mal, il y a une adaptation psychologique ou d'accompagnement à avoir. Absolument. Et pour des proches qui ne sont pas forcément aguerris, outillés, comment le faire? Alors, c'est bien que tu viens de mentionner les proches, parce que comme on le sait déjà, les proches, les membres de la famille, on joue un rôle clé dans l'accompagnement du malade. Le malade peut juste se prendre des médicaments, mais ce n'est pas assez. Oui. Alors, son entourage, ses proches jouent un rôle clé. Et comme tu viens de le dire, c'est très important qu'eux aussi reçoivent ces outils. Parce que souvent, ils utilisent ils font avec ce qu'ils ont, comme ils peuvent. Et ils comparent l'incomparable. Ils se disent, mais ton ami ou mon ami, ma grand-mère, elle souffrait de la même chose. Alors que notre façon de gérer une maladie dépend aussi de notre personnalité. Ben, comme vous imaginez, si vous avez tendance à avoir un discours positif envers vous-même, c'est normal que vous allez affronter une maladie d'une manière plus positive et plus encourageante. Et si vous êtes une personne pessimiste ou qui voit le monde d'une manière négative, donc c'est normal que vous aurez tendance à même souffrir d'anxiété parce que vous avez peur. Et même, je voudrais mentionner le fait que lorsque vous souffrez de diabète, vous êtes 2 fois plus susceptible à souffrir de dépression. Pourquoi spécifiquement avec le diabète? Alors, le diabète, comme vous le savez déjà, il y a tout un changement de style de vie, n'est-ce pas? Vous devez arrêter de faire les choses que vous faisiez avant. Le régime alimentaire. Le régime alimentaire. Et même physiquement, il y a des personnes qui disent « je ne suis plus performant dans certaines choses qu'avant ». Et ça vous affecte psychologiquement. C'est pour ça que vous avez tendance à développer la dépression. Alors, Madame Diane, dites-nous, est-ce que la diminution des facultés motrices et intellectuelles entraîne des conséquences irréversibles?
irréversible si on n'a pas suivi, si on n'a pas la chance d'avoir un accompagnement psychologique, social aussi. Mais ça peut être réversible. Si vous, par exemple, surtout si vous commencez l'accompagnement juste après ou peu après le diagnostic. En fait, tout dépend comment on vous a annoncé la maladie, le diagnostic et les étapes que vous avez prises juste après. Donc, si immédiatement vous étiez dans un environnement ou dans un hôpital où ils ont en place un système de parler aux gens, leur expliquer en fait, parce qu'il y a le jargon médical qui, des fois, rend les personnes encore plus malades. Oui. Parce qu'ils ont peur. D'abord, tu ne comprends pas beaucoup. Et oui, c'est vrai, tu peux avoir des conséquences irréversibles, mais lorsque vous avez ce genre de thérapie par la parole, thérapie de groupe, et aussi quand on a bien expliqué ton diagnostic. Alors, Madame Diane, on a bien établi ici que, pour ainsi dire, nous sommes tous des malades ambulants, chacun à son niveau, et on parle beaucoup d'accompagnement. Finalement, cet accompagnement-là devrait intervenir dans un cadre hospitalier, médical, où les proches aussi ont leur part à jouer, et comment, du coup, pouvoir apporter ce soin-là, cette petite lueur-là aux personnes qui en ont besoin le plus. C'est vrai que nous sommes tous malades, mais il y en a qui en ont plus besoin. Bon, oui. Dire que nous sommes tous malades, bon, c'est relatif. Oui. Parce que, comme on parle de maladies chroniques, là, bien sûr, ces personnes ont besoin d'accompagnement psychologique. Il y a des personnes qui ont une petite maladie, mais oui, tu as raison, chacun souffre de quelque chose, que ce soit physique. Il y a un manque quelque part. Quelque part, et c'est bien dit, parce que on devient plus humble et on accepte autrui. Juste parce que quelqu'un en face de toi ne présente pas de symptômes, ne veut pas dire que cette personne ne souffre pas. Il y a même des souffrances invisibles. Et j'aimerais partager une citation avec beaucoup de bonheur d'un auteur que j'ai inconnu. Il est difficile d'expliquer aux gens ce qu'est un combat quotidien contre la douleur. La douleur n'est pas toujours apparente, mais elle est bien réelle pour ceux qui en souffrent. C'est vrai. Ça veut dire, soyons toujours indulgents, parce que les symptômes ne sont pas toujours visibles. Et les symptômes et les douleurs les plus difficiles sont celles qui sont invisibles. Finalement, c'est quoi la prescription dans un tel état où nous sommes malades de maux invisibles des fois? Quelle est la prescription qui pourrait être universelle? C'est sourire? Sourire, bien sûr, oui, sourire, c'est un médicament, c'est vrai. Thierry, merci pour le sourire. C'est accompagnement, justement, qui te permettra de t'exprimer. Parce qu'en fait, quand tu souffres des douleurs invisibles, ça veut dire que tu as besoin d'en parler. C'est comme la thérapie à la parole, ça permet aux individus de s'exprimer. Parce que tu souffres, mais tu as l'impression que tout le monde t'ignore. Oui. Comme le monsieur l'a mentionné quelque part tout à l'heure, il y a eu un sentiment d'abandon. Et il y a un qui a dit qu'il ne voulait plus parler à qui que ce soit. L'isolement. Il y a des personnes qui s'isolent. Et donc, oui, c'est important de les accompagner. Et si vous êtes un membre de la famille, que vous avez quelqu'un qui souffre, mais vous avez l'impression qu'il ne parle pas, ou bien tu sais qu'il souffre, mais il ne sait pas comment s'exprimer, il faut l'accompagner. N'hésitez pas à aller consulter un professionnel de santé mentale, un psychologue, un psychiatre, pour lui donner cette opportunité de guérir ses blessures internes. Et bien sûr, ajouter des mots doux, pourquoi pas. Alors, on va rester sur cette personne proche d'un malade. Oui. Voilà, on est à côté d'un malade, on n'a pas connaissance forcément sur les pathologies et tout. Oui. Par exemple, quelqu'un qui vient, on dit son parent a des rhumatismes. Voilà. Est-ce que cette méconnaissance sur la maladie entraîne ce déséquilibre mental-là? Oui, parce qu'en fait, de l'extérieur, quand le médecin fait le diagnostic, il va parler de stabilité, parce qu'il y aura un traitement. Et les membres de la famille ont tendance à croire que si leur malade suit les prescriptions telles qu'ils sont, la personne ira mieux. Mais ce n'est pas évident. Et on mettra beaucoup de pression sur le malade. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as pris les médicaments? Tu les as pris le matin? C'est combien de fois par jour que vous allez prendre? Mais ils oublient qu'en fait, le malade a beaucoup de choses à gérer. Tu peux prendre les médicaments, mais ça peut ne pas t'aider parce que toi, tu vis dans un autre monde où tu te demandes, tu ne connais pas le futur, qu'est-ce que je vais devenir, comment est-ce que les gens me regardent. Et les médicaments peuvent ne pas fonctionner. Et justement,
lorsque les membres de la famille ne sont pas informés de cet aspect psychologique, oui, ils peuvent ne pas comprendre et ne pas savoir comment t'aider. C'est difficile. Oui. Donc justement, comment appréhender ce partage d'informations? Parce que ça reste toutefois des données personnelles, de parler des fois de sa maladie. Et des fois, on a des maladies même qui sont incurables. On a vu l'exemple dans Les Déments d'un monsieur qui parlait de son ami qui a de l'insuffisance rénale. Bon, quoi qu'avec la médecine, si on a une greffe de rein, on peut guérir. Mais on a des maladies qui sont incurables. Du coup, comment appréhender le mental de personnes dans cette situation? Alors déjà, on sait, on les a entendus, ils souffrent psychologiquement parce qu'on a vu qu'il y en a qui s'isolent. Ils souffrent physiquement parce qu'on voit les symptômes, mais aussi ils souffrent en fait parce qu'ils sont incompris. Donc oui, c'est le moment d'y penser, de sensibiliser les gens, en parler. Si vous êtes à l'hôpital et que vous venez de faire un diagnostic, c'est le moment aussi de donner des livrets. Il faut avoir des livrets d'accompagnement psychologique, ou même une brochure qu'un patient peut rentrer avec même les membres de la famille, pour qu'ils soient conscients de ce genre de problèmes psychologiques qui sont liés à cette maladie. Évidemment, chaque maladie a ses conséquences, mais on peut quand même faire une liste de certaines maladies et leur montrer, oui, même si tu prends des médicaments, voilà le côté psychique qui peut être atteint, voilà les symptômes que vous pouvez observer chez le malade. Donc, on parlait à la radio, à la télé, comme vous le faites maintenant, et dans les hôpitaux, avoir ce genre d'informations, avoir des images qui défilent sur les écrans pour parler les mots physiques et les mots psychiques. Et comme ça, les gens sont sensibilisés. Oui, et cela nous amène aussi à équiper nos centres de santé, nos hôpitaux dans ce sens-là. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'incompréhension. Quelles sont les conséquences de ce sentiment de frustration et surtout lorsqu'on est proche, j'imagine, en couple où l'un a un souci, l'autre est obligé, on va dire même à vie, de s'en occuper. C'est pas du tout évident. Souvent, on a cette perte de patience. Oui, voilà. Quelles sont les conséquences de ce genre de réaction? Bon, il y a les conséquences pour le malade. Pour le malade? Ensuite, voilà. La personne Très proche. bien. Pour le malade, il y a une diminution d'humeur, une baisse d'humeur. Et puis, il y a, notre atteint notre, comment on dit, on a l'impression notre estime diminue. Et puis, on a l'impression qu'on ne vaut plus rien. Et si, comme tout à l'heure, tu as mentionné un partenaire, si tu n'arrives plus à faire certaines choses, tout d'un coup, tu as l'impression que tu ne vaux plus rien du tout. Non seulement ça te stresse, mais aussi ton partenaire devient plus stressé parce que, comme tu l'as dit, on perd de la patience. Donc, c'est pour ça que les gens qui vous entourent ont besoin d'une continuité. Ce n'est pas un accompagnement où on en parle une fois, non. Quand une maladie est chronique, c'est un accompagnement à long terme. Et sur ce point spécifique, quid de l'empathie et de la pitié aux frontières? Comment doser pour ne pas que... Parce que finalement, il y a certains patients qui ne veulent vraiment pas qu'on ait pitié d'eux en tant que tel, mais quand même, il faut faire preuve aussi d'empathie pour se mettre à la place du malade, pour essayer de comprendre sa douleur et l'accompagner. Oui, et c'est très important parce qu'il y a des personnes qui manquent d'empathie, vous avez remarqué. Suite à une situation, ils sont froids. C'est comme ça qu'ils sont. Mais tu essaies de conseiller quelqu'un alors que tu ne peux même pas te mettre... à sa place. C'est pour ça que les psychologues sont formés pour ça. La première chose, c'est l'empathie. Et mettre la personne en confiance pour qu'elle puisse d'abord avoir le courage de s'exprimer. Parce que pour te dire des problèmes personnels, il faut une confiance, un certain respect, un rapport qu'il faut établir. C'est pour ça que ce n'est pas suggéré de se confier à des personnes qui ne sont pas formées, qui peuvent vous mal conseiller. Et en retournant sur les personnes qui ne veulent pas qu'on ait de la pitié, c'est vrai. Tout à l'heure, quelqu'un a dit je suis asthmatique et on me dit c'est l'asthmatique. On n'est pas ce dont on souffre. Stigmatisé aussi après. Voilà, c'est le stigma. On n'est pas ce dont on souffre. On reste une personne et on a nos capacités. Nos capacités peuvent diminuer, mais ça ne change pas. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde a quelque chose qui ne va pas, mais accompagnons chacun. Et ne regardons pas une personne malade par sa maladie, par ses symptômes, mais par ce qu'elle sait faire et sa place dans la société.
Donc l'empathie, oui, il faut avoir de l'empathie, mais ce n'est pas tout le monde qui a de l'empathie. C'est pour ça qu'il faut aller vers des professionnels qualifiés pour ça. Et puis, la pitié, c'est... Si la personne n'aime pas qu'on ait de la pitié pour elle, donc il ne faut pas. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de cette pitié. Donc il ne faut pas généraliser. Ça ne rentre pas un peu dans le cadre de petites manipulations du malade vis-à-vis de ses proches? Il faut juste que chaque cas est particulier. On ne peut pas généraliser. Chaque patient est particulier, chaque famille est différente. Donc oui, voilà. On doit faire attention à... Et chaque réaction devant chaque pathologie. Oui. Alors, dites-nous, est-ce que l'entretien psychologique devant un professionnel doit se faire avec un membre de la famille ou tout seul, avec un proche? Alors, normalement, comme ce sont des adultes, ils ont le droit de dire « je voudrais être accompagné avec un membre de la famille » ou pas. Si c'est un enfant doit être toujours accompagné par un parent. Oui. Alors, je pense que c'est mieux si le malade est accompagné par la personne qui s'occupe d'elle. Mais il faut bien sûr expliquer. Mais il y a des patients qui voudraient être intimes avec leur psychologue pour mieux s'exprimer. Donc il faut varier les séances. Il faut avoir une séance individuelle avec le malade, mais aussi une autre séance, même en groupe, en famille, pour faire participer les membres de la famille et leur donner l'opportunité de s'exprimer. Donc oui, le malade, c'est un adulte, il a le droit de choisir, mais vous pouvez lui expliquer s'il est d'accord et qu'il soit accompagné par ses membres, sa famille, et lui montrer pourquoi ça va l'aider. Parce que c'est une équipe. Pour accompagner quelqu'un qui souffre d'une maladie chronique, c'est tout un travail d'équipe, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au niveau individuel, mais aussi au niveau familial. L'expression est tellement importante et elle passe inévitablement par la parole. Est-ce qu'il est indiqué de pouvoir mettre ensemble des personnes qui souffrent d'une même pathologie, de quoi faire des échanges d'expériences? C'est bien? Ou c'est pas trop indiqué quand on voit que quelqu'un est en train de guérir, il sort du groupe et puis nous on a un niveau ou non? Oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc cette équipe se renforce avec les expériences de chacun. D'accord. Donc, si on est autour d'une table et qu'on souffre de la même maladie, il est vrai qu'on la vit différemment. Et on peut être encouragé par ton histoire. Et on peut être encouragé par ton histoire. Donc, on apprend des autres. Donc, oui, c'est pour ça qu'il existe des séances de groupe, des briefings, même dans les hôpitaux, pour que chacun puisse s'exprimer et parler de son quotidien, comment il est affecté et comment il le vit. Mais aussi, si je peux me permettre de parler dans les hôpitaux, les soignants aussi. Si tu es toujours dans un environnement triste, en train de voir des gens qui sont malheureux, ça peut t'affecter. Ça ne veut pas dire que tu es un médecin ou une infirmière, que tu es immunisé à la douleur. Donc, eux aussi, il faut penser à eux, organiser, dans la mesure du possible, des séances de debriefing après la journée ou deux fois par semaine. Et ça garde même le côté humain des intervenants de Absolument. De médecine. Comme ça, on évitera de trouver des aides soignants qui sont déconnectés. Qui sont déconnectés, qui sont froids. Mais ils sont froids pourquoi? Parce qu'ils ont vu tellement de choses. Et des fois, ils pensent que la douleur, que ces symptômes ne sont pas graves parce qu'ils comparent à la personne qu'ils ont vue avant. Mais la personne, comme on l'a dit tout à l'heure dans la citation, celle qui vit cette douleur, c'est très grave. Même si c'est juste un bout de temps, ça peut être changer toute son activité, de tout son quotidien. Donc oui, pensons aussi non seulement à la personne qui souffre, pensons à ses membres de la famille, mais aussi aux soignants qui sont dans les hôpitaux pour qu'ils continuent à être motivés et évacuer le stress et continuer à s'occuper des autres. Parce que pour mieux s'occuper, être meilleur, merci. Pour s'occuper des autres, il faut bien être bien. Absolument. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces mots. Hein. Même si nous sommes dans une société aujourd'hui, on est à l'affût d'informations et tout. Vous êtes un proche, vous avez un proche aussi qui est malade. Il faut savoir l'accompagner avec les mots et tout. Et pas besoin d'aller divulguer l'information partout. C'est clair. Tout simplement. Très important. Parce que ça aussi, c'est un accompagnement psychologique. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. On a terminé pour aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est bon, c'est validé. On se voit demain. Adjugé, vendu. Toujours. Avec le même bonheur, on se retrouvera avec la même équipe. Allez, à demain. Passez une belle journée. Ciao, ciao.